Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Clémovision et quelque part ce tout premier épisode de Clémovision pour cette année 2026. Oui, parce que je n'ai rien posté depuis le mois de novembre, décembre, c'est ça? Donc déjà, commençons par dire que non, je ne suis pas morte. Je n'ai simplement rien posté sur le podcast, tout simplement par, je vais pas vous mentir, manque de motivation. Après tout ce qui s'était passé, je me suis vraiment désintéressée de l'Eurovision. Bien que j'adore toujours autant étudier son histoire, sa politique. En tant que fan, malheureusement, je ne m'y retrouvais plus. Je pense que c'est pas un secret pour vous. Et donc j'avais plus trop envie de faire du contenu là-dessus. Puis d'autres choses dans ma vie personnelle, nouveau travail, etc. Bref, on ne va pas revenir dessus. Mais là, on est lundi 18 mai, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc la finale de l'Eurovision 2026 était ce samedi, le 16 mai. Alors peut-être que vous aviez vu sur mon compte Instagram, parce que je l'avais annoncé en début d'année, que je boycottais justement cette édition 2026. Et donc c'était un parti pris de ne pas faire d'épisodes un peu actualité sur les chansons, sur le concours, etc. C'était un parti pris, vous le saviez. Et j'avais espéré faire des épisodes un peu plus historiques, un peu plus politiques, etc. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, encore une fois par manque de motivation. Mais là, après cette Eurovision 2026, j'ai un regain de motivation. Un regain de motivation qui me dit que j'ai envie de refaire des épisodes, comme je l'avais prévu il y a quelques mois. Donc, pas des épisodes, actualité, mais plutôt des épisodes de fond, des épisodes de recherche, etc. Donc voilà, j'ai de nouveau envie de faire ces épisodes. Et ce premier épisode, justement, se veut être un débrief de cette Eurovision 2026. Un débrief... pas un débrief chanson par chanson parce que vous savez très bien que c'est pas ce que je fais ici et c'est pas l'ADN du podcast. Plutôt un débrief de fond, appelons ça comme ça. J'ai pris mes petites notes, voilà. J'ai fait des petites recherches pour cet épisode et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Alors si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue sur ce podcast Clémovision. Alors, c'est un podcast animé par moi-même, Clémentine, 24 ans. Je suis belge d'origine, mais j'habite en Irlande. Je suis historienne diplômée. Et depuis maintenant plus de 3 ans, je fais du contenu sur l'Eurovision. J'ai commencé sur Instagram et maintenant j'ai mon propre podcast qui est à la fois en anglais et en français. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous êtes intéressé justement par cette histoire de l'Eurovision, les coulisses, les anecdotes, les dramas, le côté un peu plus politique aussi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et écoutez, allons-y, commençons tout de suite. Alors première chose, j'avais dit que je boycotterais et que je ne regarderais rien de cette Eurovision. J'ai menti, chasser le naturel, il revient au galop. Parce que j'ai quand même regardé la finale. Alors, je ne l'ai pas regardée samedi, je l'ai regardée dimanche en différé. J'ai pas tout regardé non plus parce que c'est quand même 4 heures de spectacle, c'est très long. Donc, j'ai sauté énormément de passages, mais je voulais quand même avoir un petit aperçu de ce à quoi ça ressemblait cette année. Rentrons dans le vif du sujet. Je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait chier pendant 4 heures. J'ai trouvé que c'était un concours extrêmement mauvais. Déjà, l'édition était pas très bonne. Je trouve que les chansons étaient pas excellentes. Les présentations étaient vraiment nulles cette année, mais nulles. Les blagues tombaient à plat. Il n'y avait aucune complicité entre les deux présentateurs, qui étaient un présentateur et une présentatrice, dont je ne me rappelle plus des noms. Désolée, mais j'ai trouvé que c'était nul, c'était pas drôle, ça tombait à plat. Alors ce qui fait toujours rire, moi ce qui me fait toujours rire évidemment, c'est qu'à la fin, tous les jurés, lorsqu'ils sont appelés pour remettre leurs points, remercient évidemment les présentateurs pour cet amazing show that you offered us from Vienna. Thank you so much. Non, vraiment un show de chiasse, j'ai envie de vous dire, parce que c'était vraiment pas très bon. Ce que j'ai quand même bien aimé, je retiens cette belle flag parade, donc la parade des drapeaux, qui a lieu à chaque fois en début de soirée, qui était quand même assez belle. Cette entrée avec JJ, le vainqueur de l'an dernier, était très belle. Il a fait une
très belle chanson. La reprise de Wasted Love était vraiment magnifique avec cette version un petit peu plus rythmée, etc. La chorégraphie était très belle également. Et évidemment, hein, la seule année où je boycotte, la Belgique se qualifie pour la finale, alors qu'il y a 2 ans, j'étais à fond derrière Musty, qui est resté malheureusement en demi-finale. On s'en souvient encore, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est pas grave, c'est pas grave. On m'appellera le chat noir, hein, finalement. Si vous voulez que votre pays gagne, eh bien, ne me mettez pas dans la délégation, parce que visiblement, j'attire le négatif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Puis voilà, tristesse hein, de cette 70e édition qui aurait dû être un événement anniversaire. C'était quand même le 70e anniversaire de l'Eurovision qui existe depuis 1956, hein, je le rappelle. Si vous voulez, j'ai fait un épisode sur les origines de l'Eurovision que vous pouvez retrouver sur la chaîne du podcast si ça vous intéresse. Donc voilà, franchement, assez triste. Il n'y avait personne. On sentait qu'ils ont voulu inviter les grosses stars de l'Eurovision et que personne n'a dit oui, hein, finalement, à cause de ce qui se passe en ce moment. Et franchement, je ne blâme personne. Moi non plus, je n'y serais pas allée si on m'avait demandé. Et puis finalement, cette victoire, qui était vraiment inattendue de la part de la Bulgarie. Alors honnêtement, assez satisfaite de cette victoire, parce que j'aime beaucoup la chanson et la mise en scène également, que je trouve extrêmement créative. C'était vraiment une de mes propositions préférées de la soirée, avec la Roumanie, que j'ai beaucoup aimée. Et puis bon, voilà, hein, comme d'habitude, comme chaque année depuis 3 ans maintenant, on passe à un cheveu de la catastrophe, à savoir la victoire d'Israël. Et finalement, en y réfléchissant, je me disais que peut-être éventuellement, il aurait fallu que cette catastrophe ait lieu, hein, parce que ça arrivera. Ça arrivera. La propagande est tellement forte qu'il y a un moment donné, ça va passer. Ça va passer. Et je m'étais fait la réflexion, parce qu'après la cérémonie, donc après l'Eurovision, j'avais été regarder ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Et j'étais passablement énervée de voir des gens qui ont regardé l'émission et qui se disaient offusqués de la présence d'Israël et que c'était scandaleux que Israël arrive second. Et je regardais ces TikTok et je me disais, mais c'était couru d'avance et on le savait tous. Ça fait des mois que tout le monde le dit, ça fait des années que tout le monde le dit, que Israël triche et que c'était couru d'avance qu'ils allaient gagner le télévote ou du moins être parmi les premiers du télévote. Et là, les gens semblaient vraiment tomber des nues en se disant « Non, mais comment c'est possible ? On ne s'y attendait pas. » Mais si, mais tout le monde s'y attendait en fait, et c'est pas surprenant. Alors après, je suis revenue à de meilleurs sentiments. Je me suis dit que ça ne servait à rien de blâmer ces gens parce que c'est peut-être des gens qui ne suivent pas l'Eurovision au quotidien comme moi je peux le faire ou comme les fans peuvent le faire. Finalement, ce sont les fans hein, qui vraiment... Enfin, la plupart des fans, pas ceux qui soutiennent Israël évidemment. La plupart des fans qui sont offusqué de cette décision et qui avait pris la décision de boycotter justement et que j'ai fait le parallèle avec moi par exemple quand j'allume la télé pour regarder la Coupe du Monde de foot par exemple, c'est vrai que je ne suis pas la Coupe du Monde de foot en parallèle. Si j'allume la télé et que je tombe dessus, je regarde et je me disais voilà, si moi par exemple durant cette Coupe du Monde du foot j'allumais la télé et que je voyais Israël jouer sans être au courant de ce qui s'était passé en amont, peut-être que je serais un petit peu offusquée. Mais parce que je ne m'intéresse pas à cette Coupe du Monde en amont, comme je l'ai dit. Et je pense que c'est la même chose pour les gens qui regardent l'Eurovision le soir de la finale, qui finalement, on a un peu rien à péter. Ils allument la télévision sur France 2 ou la RTBF. Ils regardent ça le samedi soir, ça fait leur programme du samedi soir. Et ils se posent peut-être la question, tiens, pourquoi Israël est là ? Et après, ils font des TikTok pour se plaindre de la présence d'Israël. Et finalement, je préfère ça. Je préfère ça que, déjà, ceux qui ne questionnent pas et qui ne remettent pas en question la présence d'Israël. Et puis, plus que ça, les vrais fans qui s'offusquent de la présence d'Israël et qui disent des mois en amont « Je vais boycotter cette année, je n'irai pas à Vienne, je ne regarderai pas ». Et finalement, on les retrouve dans le public au mois de mai à applaudir et à taper des mains en rythme sur les chansons. Hein. Ils prennent leur ticket, donc ils donnent de l'argent quand même à l'IER, même si pour eux « Ah non, mais voilà, j'aurais dû boycotter parce que je ne supporte pas qu'Israël soit là, blablabla ». Ça, je trouve que c'est vraiment un comportement extrêmement hypocrite. Non, et encore plus hypocrite, je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie en entier. Quand Israël reçoit ses points du public à la fin de la soirée, qu'ils reçoivent un gros nombre de points, je ne sais plus combien c'était beaucoup, et qu'on se met à les huer dans la salle. Oui, en fait,
oui, vous saviez qu'Israël allait recevoir beaucoup de points parce que, encore une fois, on l'avait dit depuis des mois. Alors pourquoi est-ce que ça vous choque maintenant et pourquoi est-ce que vous huez maintenant? Si vous n'étiez pas d'accord avec ça depuis le début, vous n'auriez pas dû prendre vos places, vous n'auriez pas dû être à Vienne. Enfin voilà, juste une petite réflexion en passant. Hein. En passant, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais je trouve que c'est un peu hypocrite de venir crier au loup après les faits. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais vous parler aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, de l'article du New York Times qui a été écrit par Mara Hirvinsdal et Alex Marshall. Alors l'article s'appelle How Israel Turned Eurovision Stage into Soft Power Tool, traduisé par Comment est-ce que Israël a détourné la scène de l'Eurovision en un outil de soft power, donc de diplomatie culturelle si vous préférez en bon français. Alors c'est un article, déjà on nous dit que ces deux auteurs, donc Mara et Alex, ont voyagé autour de l'Europe, ont interviewé plus de 50 personnes et qu'ils ont eu accès en interne à des documents spéciaux de l'UER. Déjà, je trouve ça énorme que le New York Times, qui est un des plus gros journaux quotidiens aux États-Unis, s'intéresse à l'Eurovision. Bon, moi, je pense toujours que c'est ce petit concours européen qui est quelque part assez niche, hein, dont les Américains n'ont pas connaissance, et avec justesse. Et là, que le New York Times s'y intéresse, j'étais un peu sur le cul. Alors, j'ai lu cet article. Pour vous le résumer brièvement, si vous souhaitez le lire, évidemment, je vous le mettrai dans les petites notes, dans la description du podcast, si ça vous intéresse. Je trouve que ça vaut la peine. Il n'est pas très long à lire, 10-15 minutes. Et franchement, il est assez bien fait, assez bien foutu, assez intéressant. Mais bref, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller le lire et qui ont simplement envie d'un résumé, en gros, on nous dit que pour l'année 2025, Israël a dépensé 1 million de dollars en marketing pour sa promotion au concours Eurovision. Et que une partie de cet argent venait du cabinet de Benjamin Netanyahou lui-même, ce qui est normalement illégal selon les règles du concours Eurovision. C'est-à-dire que pour faire la promotion d'une chanson, normalement, la délégation d'un pays n'a pas le droit de se faire payer par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement du dit pays ne peut pas financer normalement une campagne de publicité. Or, c'est ce qui a été fait par Israël en 2025 et si je ne me trompe pas en 2026 également. Et personne n'a rien dit. Hein. Personne n'a rien dit. Normalement, ce n'est pas légal et il aurait fallu qu'Israël soit exclu pour violation des règles. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Hein, voilà. Puis l'article parle également du vote qui a eu lieu en fin d'année 2025 pour autoriser Israël ou non à participer. Alors évidemment, si vous avez écouté le tout dernier épisode du podcast qui remonte au mois de décembre, si je ne me trompe pas, j'en avais déjà parlé. Mais pour rappel, ce n'était pas un vote direct sur la participation d'Israël. Le vote qui a été fait au mois de décembre était un vote sur oui ou non l'acceptation des nouvelles règles pour cette Eurovision 2026. Et la condition était que si ces nouvelles règles étaient acceptées par la majorité des membres de l'UER, eh bien Israël serait autorisé à participer. Donc là, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que les pays n'ont pas voté oui ou non, Israël est autorisé à participer. Les pays ont voté oui ou non, on accepte les règles, et dans le cas où la réponse était oui, ce qui a été le cas, Israël serait autorisé à participer. Donc vous voyez que c'est un vote extrêmement vicieux, évidemment. Bref, encore une fois, je vous invite à aller écouter mon épisode précédent si ce sujet vous intéresse parce que je l'ai un petit peu plus décrit dans l'épisode d'avant. Et voilà, on va pas revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a 8 mois. Bref, tout ça pour dire que c'était un article extrêmement bien écrit. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas appris grand chose parce que je me tenais informée de ce qui se passait dans ce monde de l'Eurovision et de ce qui se passait avec Israël également. Mais je trouve que l'article fait très bien le job de résumer ce qui se passe. Et surtout, pour les gens qui ne sont pas vraiment au courant, qui ne sont pas vraiment au fait de cette polémique de pourquoi est-ce que la participation d'Israël, déjà, en plus d'autoriser un pays qui fait des tueries de masse, hein, pour ne pas employer le G-word, soit autorisés à participer, en quoi est-ce que leur participation non seulement est problématique, mais viole les règles du concours. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller le lire. Simplement, un tout petit bémol pour moi, le titre
Le titre qui, je le rappelle, est donc How Israel Turned the Eurovision Stage into a Soft Power Tool. Avoir juste le titre comme ça, ça fait un peu penser que c'est Israël vraiment qui a fait de cette Eurovision un outil de soft power, un outil de diplomatie culturelle, alors que c'est pas le cas. Évidemment que on va pas se cacher qu'ils emploient justement l'Eurovision comme outil de diplomatie culturelle, mais là le titre de l'article fait penser que c'est eux qui en ont fait de ce concours un outil de diplomatie culturelle, alors que c'est pas le cas. Si vous avez écouté beaucoup d'épisodes de mon podcast, vous saurez justement que tous les pays finalement utilisent l'Eurovision comme outil de diplomatie culturelle. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de faire un épisode sur ce sujet, peut-être expliquer un petit peu plus en profondeur ce qu'est la diplomatie culturelle, parce que je sais que j'emploie ce terme énormément dans mes épisodes et c'est peut-être pas forcément clair. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. L'épisode sortira dans 4 ans, quand j'aurai décidé de le sortir. Non, soit dit, on y reviendra après, mais j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus régulière dans ce podcast. J'ai tellement d'idées. Et en même temps, j'avais tellement pas de motivation parce que j'étais vraiment dégoûtée de ce qui se passait autour de l'Eurovision que j'avais envie de rien écrire. Mais là, voilà, j'avais pris mes petites notes, j'avais vraiment envie de sortir cet épisode et j'ai plein d'idées dans la tête pour les futurs épisodes. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit message, soit ici, dans les commentaires du podcast, ou alors sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est @clémovision. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, évidemment, si ça vous intéresse. Donc bref. Donc ça, c'était pour l'article du New York Times. Je trouve que c'était assez intéressant de vous en parler. Et puis, quelque chose d'autre que j'ai souligné et que j'ai dans mes notes ici, c'est la déclaration de Martin Green, qui est directeur général de cette Eurovision. Peut-être que vous l'avez vu dans les médias. C'est un petit homme avec des lunettes. Je suis tombée sur une interview de lui. Ça date d'il y a environ 2 semaines, qui déclare que finalement, l'Eurovision n'est pas un outil de soft power, alors qu'il disait l'inverse il y a moins de 3 ans, lorsqu'il était interrogé sur la victoire de l'Ukraine et pourquoi est-ce que organiser l'Eurovision par l'Ukraine était intéressant et important pour l'Ukraine, au-delà du côté simplement compétition artistique et performance musicale. Et là, ça m'a vraiment énervée. Je ne vous cache pas que entendre le directeur général de cette Eurovision dire que il comprend pas vraiment pourquoi est-ce que l'Eurovision serait un outil de soft power. Déjà, c'est du grand foutage de gueule, vraiment, parce que, je vous le rappelle, il revient sur ses propos d'il y a 3 ans. Finalement, il dit complètement l'inverse de ce qu'il affirmait il y a 3 ans. Mais plus que ça, pour moi, c'est une grande gifle dans la figure de tous les chercheurs et les chercheuses qui s'évertuent à montrer que le concours, justement, est un outil de soft power, est un outil de recherche académique, est un outil de diplomatie culturelle, et ce depuis une petite 30aine d'années maintenant. Je m'inclus dans le tas parce que, voilà, mine de rien, ça fait quand même 4 ans que je fais des recherches sur ce concours et que je m'évertue à montrer qu'il y a plus à dire que simplement c'est un concours de chansons. Mais moi, je suis qu'une toute petite pierre à cet édifice. Et il y a vraiment des historiens de l'Eurovision. Je pense notamment à Dean Vultic, que je cite souvent ici et qui est peut-être un de mes auteurs favoris parce que ce qu'il écrit est vraiment intéressant et les travaux qu'il fait et tout ce qu'il a écrit, c'est vraiment... C'est passionnant, vraiment, c'est passionnant, mais surtout c'est extrêmement bien fouillé et extrêmement bien documenté. Si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à aller lire ses ouvrages. Et en fait, c'est plus que ça, ce qu'a dit Martin Green, c'est juste un mensonge éhonté qui sert juste à masquer la vérité, à savoir que le concours aujourd'hui, soyons honnêtes, ne se résume plus qu'à des gros sous et à la politique. Voilà, c'est tout ce qu'il en ressort aujourd'hui, malheureusement. Et on peut essayer de trouver toutes les excuses possibles, toutes les excuses imaginables. On n'est plus vraiment dupe et on le sait. On sait que c'est à cause de ça qu'Israël est autorisé à participer. Et bref, j'étais tombée sur l'extrait de cette interview qui a été repartagée par un activiste canadien qui s'appelle Stuart, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai encore une fois la vidéo de laquelle je parle dans la description de cet épisode, si ça vous intéresse encore une fois et que vous voulez aller vérifier mes sources. Mais je trouve ça scandaleux j'aime pas ce mot, mais qu'on chie voilà, sur les chercheurs et les chercheuses
qui ont dédié une grosse partie de leur carrière, une grosse partie de leurs travaux à travailler sur l'Eurovision pour montrer que c'est plus qu'une simple compétition de chansons. Ça me rend extrêmement triste parce que c'est juste extrêmement malhonnête, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet. Et donc cette Eurovision finalement se conclut par la victoire de la Bulgarie, ce qui me fait plaisir. Déjà c'est cool, c'est un nouveau pays qui gagne. Après là, écoutez, je vais mettre ma petite cape de complotiste, quelques secondes. C'est quand même assez spécial que la Bulgarie remporte le concours, alors qu'elle n'était pas favorite des sondages, absolument pas. C'est la première fois que justement ces sondages se trompent autant. Encore une fois, je précise, j'ai ma petite cape de complotiste, donc ce que je vais dire maintenant est à prendre avec des pincettes. C'est quand même assez spécial que ce pays gagne après 4 ans à ne pas participer à l'Eurovision. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, ils ont rejoint alors qu'ils savaient qu'Israël serait là et que la participation d'Israël ferait polémique. Donc, en rejoignant le concours, en prenant en compte tous ces éléments, c'était pas les plus enclins à critiquer la participation israélienne. Là où la victoire de la Finlande aurait posé plus de problèmes à Israël, puisqu'on sait que apparemment la délégation israélienne craignait évidemment la victoire de la Finlande, qui aurait dit que en cas de victoire, il n'était pas sûr d'accueillir la délégation israélienne sur le territoire finlandais. Encore une fois, je porte ma petite cape de complotiste et ce que je dis maintenant est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, c'est assez étrange justement que la Bulgarie gagne ce vote des jurés alors qu'il n'était absolument pas en tête des sondages. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je retire ma petite cape de complotiste. Vous faites ce que vous voulez de cette information et de cette idée. Je vous laisse y penser, évidemment. Donc, je pense que il y a des liens à faire. Il y a des liens à faire, on dira ça comme ça. Mais très contente justement de cette victoire bulgare qui je trouve était méritée parce que c'était selon moi la meilleure performance de la soirée. J'espère sincèrement que je n'aurai plus à boycotter l'année prochaine parce que si vous avez écouté l'épisode que j'avais fait avec mon amie Ivy il y a au mois d'octobre je pense. Au mois d'octobre, c'est rigolo d'ailleurs. Qu'on fasse un épisode sur la Bulgarie et qu'elle remporte la victoire. Bon bref, j'espère sincèrement que je n'aurai plus à critiquer et à boycotter le concours l'année prochaine parce que ça me ferait très plaisir d'aller en Bulgarie pour aller voir l'Eurovision. En plus, j'ai un endroit où dormir, merci les parents d'Ivy. Mais bref, en conclusion de ce podcast qui est très long et qui part un peu dans tous les sens, j'espère quand même que vous vous y retrouvez. Le concours Summer. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit dans mes notes. J'ai mis le concours Summer, une production moyenne que je crains peut-être encore pire l'an prochain parce que, on le sait, la Bulgarie n'est pas un des pays les plus riches d'Europe et on sait que la télévision bulgare a un budget de 50 millions d'euros par an pour organiser, pas pour organiser, mais pour tous ces programmes télévisés, etc. Et pour organiser l'Eurovision, ça coûte approximativement 30 millions d'euros. Donc on est quand même sur la moitié, plus de la moitié du budget de la télévision bulgare qui partirait dans cette Eurovision. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aurait une coproduction avec un des pays des Balkans peut-être qui pourrait être envisagée? Peut-être la Roumanie qui est arrivée 3e. Moi, ce que je crains, c'est que la Bulgarie dise « Non, écoutez, voilà, on n'a pas l'argent, on n'a pas les fonds nécessaires pour organiser le concours. » Dans ce cas-là, l'honneur reviendrait au deuxième au pays arrivé deuxième au concours, qui est Israël. Voilà, il y a peut-être des possibilités que ça se retrouve à Tel Aviv l'année prochaine. Finalement, ils parviendront à leur fin. Mais apparemment, la Bulgarie se dit quand même assez confiante et a vraiment manifesté le désir d'organiser cette Eurovision. Donc, écoutez, on verra bien. Mais pour revenir sur ce que je disais, encore une fois, je trouve que le concours Summer, encore une fois, c'était une édition pleine de tensions, avec des appels au boycott dans tous les sens. Déjà, pour la première fois, 5 pays qui se sont activement retirés de la compétition en protestation contre la participation d'Israël, qui étaient, je vous le rappelle, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Islande et la Slovénie.
Plus que ça, une tribune d'artistes, plus de 1000 artistes qui ont signé une tribune en appelant au boycott contre Israël. Je suis curieuse de voir les audiences au global. J'ai pas été regarder toutes les audiences de toutes les chaînes de télévision en Europe. J'ai été regarder la France parce que les audiences sont déjà sorties. Et en fait, le Huffington Post rapporte qu'en France, il y a 1 million de téléspectateurs en moins pour cette édition 2026 par rapport à l'édition 2025. Alors évidemment, c'est à nuancer parce que l'année dernière, la représentante française était Louane, qui a une grande communauté de fans, alors que cette année, la fille s'appelait Monroe et personnellement, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Donc il y a peut-être cet effet de fandom qui a suivi Louane à l'Eurovision. C'est possible également, il faut prendre ça en compte. Mais néanmoins, c'est un peu casse-gueule quand même de perdre 1 million de téléspectateurs en un an. J'avais regardé à quelques jours de la finale, j'ai vu qu'il y avait encore des tickets pour Vienne, pour assister en tout cas au show à Vienne qui était encore en ligne, qui était encore disponible. Donc je pense que en global, le concours se meurt et les gens s'en désintéressent, et pour des raisons évidentes, toutes les raisons que je viens d'évoquer. Un concours qui se politise de plus en plus, qui est une affaire de gros sous. Voilà, je sais pas quoi vous dire en fait, je sais pas comment terminer cet épisode. J'ai envie de le terminer sur une note d'espoir que peut-être un jour tout reviendra à la normale et que les valeurs humaines seront placées au-dessus de l'argent. Mais j'en doute. Voilà, je pense que je vais terminer cet épisode ici. J'espère sincèrement que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des pistes de recherche, des pistes d'idées également, que ça vous aura donné envie d'aller lire des articles et d'aller regarder peut-être ce que je vous ai conseillé. Voilà, peut-être. Je vais essayer de revenir le plus vite possible avec un nouvel épisode. Je vous l'annonce déjà. Alors le prochain épisode sera de nouveau en français parce que je prends beaucoup plus de plaisir à écrire en français ces dernières semaines. Voilà, j'adore tourner en français aussi. C'est peut-être un petit peu plus naturel pour moi. Donc voilà, nouvel épisode qui sera en français. Je vais vous parler de la corrélation entre l'Eurovision et les troubles en Irlande du Nord. Je ne vous en dis pas plus pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Je ne vous donne pas une date de sortie de cet épisode parce que je n'en sais rien, pour être très transparente avec vous. Ça fait 2 mois que je travaille dessus, que j'essaie de trouver des sources. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de vous dire qu'il sortira la semaine prochaine parce que je ne pense pas. Il arrive en tout cas très vite. Encore une fois, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner à mon compte Instagram @clémovision. J'essaie d'être active, c'est difficile, mais j'essaie d'être active. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à me laisser un petit message, à me dire aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent, des choses dont vous avez envie que je parle peut-être dans le podcast. Et je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée si vous m'écoutez le soir. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bisous!